La guillotine. Aujourd'hui, elle semble appartenir à un autre temps. Cette machine à mort, inventée à la fin du XVIIIe siècle, nous paraît être le vestige d'un passé lointain. Et pourtant, en France, elle a continué à trancher des têtes bien après la Révolution. L'article 12 de l'ancien Code pénal, établi en 1810 et toujours en vigueur en 1981, disposait alors que tout condamné à mort aura la tête tranchée. Un matin de septembre 1977, il y a 48 ans, elle s'est encore abaissée. Voici l'histoire du dernier homme exécuté par l'État français, Hamida Djandoubi. Hamida Djandoubi naît à Tunis le 22 septembre 1949. À 19 ans, il rejoint la France, abandonne rapidement ses études de droit et devient ouvrier agricole. Ses proches le décrivent alors comme un jeune homme charmant, sociable et fêtard. En 1971, un accident vient bouleverser sa vie. Sa jambe est happée par un motoculteur, il est amputé. Cet événement marque un tournant. Il devient plus instable, plus agressif. Son entourage perçoit un profond changement. À l'hôpital, il rencontre une jeune femme de 18 ans, Elisabeth Bousquet. Elle devient sa compagne. Très vite, il prend l'ascendant sur elle. En 1973, il la force à se prostituer, l'obligeant à subir des rapports tarifés avec 8 hommes. Elle porte plainte. Djandoubi est alors condamné pour proxénétisme et incarcéré. À sa libération, quelques mois plus tard, Djandoubi recroise par hasard Elisabeth. Il la convainc de le suivre sous un faux prétexte. Il vit alors avec deux jeunes femmes, Annie et Amaria, également sous son emprise. Il les prostitue comme il l'avait fait avec Elisabeth. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1974, il ramène cette dernière chez lui. Elle y subit des violences extrêmes, tortures, viols, coups. Inconsciente, elle est ensuite transportée dans un cabanon isolé près de Lançon-Provence, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Là, sous les yeux d'Annie et Amaria, il l'étrangle. Le corps d'Elisabeth est retrouvé quelques jours plus tard, le cabanon étant ponctuellement utilisé par des prostituées pour leur activité. Peu après, Djandoubi séquestre une adolescente de 15 ans en fugue, l'agresse et la viole. L'une des jeunes femmes finit par le dénoncer. Le 9 août 1974, il est arrêté après une courte cavale. Il avoue les faits et coopère partiellement avec la justice, espérant obtenir la clémence de cette dernière. Son procès s'ouvre en février 1977. Les témoignages sont accablants. Le procureur général parle d'une âme démoniaque, les experts psychiatriques évoquent une intelligence supérieure à la moyenne, mais un profil extrêmement dangereux. Le 25 février, Hamida Djandoubi est condamné à mort par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour assassinat avec actes de torture et de barbarie, viol et violence aggravée. Son pourvoi en cassation est rejeté. Le 8 septembre, le président Valéry Giscard d'Estaing refuse sa demande de grâce. Le 10 septembre 1977, à 4h40 du matin, Hamida Djandoubi est exécuté par guillotine dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille. Il a 27 ans. Son exécution a lieu 12 jours avant son 28e anniversaire. L'exécuteur en chef est Marcel Chevalier, récemment nommé à ce poste. Parmi les témoins officiels figure Monique Mabelli, juge d'instruction désignée d'office. Elle raconte le déroulement précis de cette matinée, depuis sa convocation à 15h la veille jusqu'au moment de l'exécution à l'aube. Elle décrit notamment le trajet à l'intérieur de la prison. Des couvertures brunes sont disposées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. 3 tables, chacune équipée d'une cuvette d'eau et d'une serviette éponge, jalonnent le parcours. La préparation du condamné prend plus de temps que prévu. Hamida Djandoubi porte une jambe artificielle, qu'il faut ajuster avant de le déplacer. Il est calme, il fume une cigarette, puis une deuxième. Il échange quelques mots avec ses avocats et pose une question au directeur de la prison au sujet de ses affaires personnelles. Un gardien lui tend un verre de rhum, il échange ensuite brièvement avec un imam. Il demande une dernière cigarette, d'une autre marque, elle lui est refusée. Environ 20 minutes plus tard, le haut de sa chemise est déchiré, le haut de son corps mis à nu. Il est ensuite conduit vers la guillotine. À côté de l'appareil, un panier en osier brun. On l'allonge, la lame tombe, la mort est immédiate. Monique Mabelli remarque, après l'exécution, qu'un gardien nettoie le sol à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Dans son compte-rendu, elle évoque sobrement les traces du crime.
Hamida Djandoubi restera à jamais la dernière personne exécutée en France et plus largement en Europe de l'Ouest. Pourtant, il ne fut pas le dernier à être condamné à mort. Après son exécution en septembre 1977, 17 autres condamnations capitales furent prononcées en France. Aucune ne sera suivie d'effet. Certains accusés seront rejugés et bénéficieront de circonstances atténuantes. D'autres verront leur peine annulée ou commuée, et quelques-uns seront graciés ou jugés après l'abolition. Celle-ci devient réalité en 1981, portée par le président nouvellement élu François Mitterrand et défendue avec force par son garde des Sceaux Robert Badinter, qui évoquera d'ailleurs la figure de Djandoubi dans son discours devant l'Assemblée nationale. Depuis, la peine de mort est non seulement abolie, mais aussi inscrite dans la Constitution depuis la loi du 23 février 2007. Pourtant, le débat reste vivace dans la société française. Plus de 30 propositions de loi visant à la rétablir ont été déposées depuis 1981, souvent à la suite d'affaires criminelles particulièrement choquantes. Il est important de noter qu'en 1981, environ 63% des Français se disaient alors favorables à la peine de mort. En 2020, un sondage de l'IFOP indiquait que 55% des Français se disaient favorables à son retour. À l'échelle mondiale, la peine capitale reste d'actualité. Selon le dernier rapport d'Amnesty International, l'année 2024 a enregistré un record d'exécutions dans le monde, atteignant leur plus haut niveau depuis 2015.